bienvenue à vous tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration en place ou en devenir. On est entre nous pour tout se dire, comme chaque mois, ce qui pique, ce qui rassure, ce qui peut faire grandir vos projets en toute connaissance de cause. Et elles sont là pour vous, votre présidente Danielle Chavon. Bienvenue Danielle. Bonjour. Vous êtes particulièrement raccord avec le fond aujourd'hui, vous avez vu ça? Et je vais essayer d'être brillante. Oh oui, mais oui, c'est ce qui compte. Et haute en couleur en ce joli printemps. Votre directrice, Gaëtane Besson-Chavant, bienvenue. Bonjour. Gaëtane, tout en bleu. Véro Soldevilla, chou, et derrière, ce sont vos repères. Et notre invitée, c'est Alexandra Rindon. Bienvenue. Bonjour, merci. D'Activeor Formation. On va bien sûr parler formation avec vous, mais d'abord, on a nos petites rubriques. Et le chiffre du mois, c'est 41. C'est le nombre de partenaires locaux de l'UMI 38. Nous les remercions, bien sûr, et nous vous invitons à les retrouver sur umi38.fr et profiter de leurs offres avantageuses. C'est produit en Isère, direction le domaine du Guédan à Saint-Imier. C'est là-bas que poussent les asperges savoureuses qui sublimeront vos poêlées printanières et feront fondre vos entrées du jour avec sa meilleure amie, la vinaigrette. Vive les produits de saison chez Wilfried Giardina. Sur le feu, tout de suite, on y va. Et on va vous donner l'avantage. UMI Avantage, c'est un service pour vous. Et c'est Philippe Carion qui va tout nous dire. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Entre nous. Vous êtes le directeur général de l'UMI. Merci de nous donner un peu de votre temps pour parler de UMI Avantage. C'est quoi? C'est une sorte de comité d'entreprise, si j'ai bien compris? Ben, vous avez parfaitement compris. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous syndiquons dans notre syndicat nationalement, mais en l'occurrence dans le 38, principalement des petites entreprises avec à leur tête des chefs ou des chefs d'entreprise qui n'ont pas une grande capacité de puissance pour pouvoir négocier des prix et par ailleurs, souvent ils sont en situation qui du fait de la petitesse de leur entreprise justement, qu'il n'y a pas ou peu d'avantages pour leurs salariés comme on en trouve dans les CSE, dans les grandes entreprises. C'est pourquoi l'UMI et son directoire et singulièrement son président Thierry Marx ont décidé, l'ont annoncé lors de leur dernier congrès à Perpignan, la mise en place d'une offre de type centrale d'achat, programme de fidélité, CSE, comme vous l'indiquez à l'instant, pour nos entreprises, mais comme pour ces entreprises, mais également pour leurs salariés, et qui sera bien sûr accessible également aux UMI départementales et à leurs salariés. Donc ça s'adresse à qui ça s'adresse alors UMI Avantage? Alors ça s'adresse à la fois à nos entreprises, à nos chefs d'entreprise. Des PME alors, ou à tout le monde? Mais ça s'adresse aussi à leurs salariés. C'est-à-dire que pour les professionnels adhérents à l'UMI, ils pourront adhérer, ils pourront accéder avec ce dispositif à des tarifs négociés pour tous leurs achats liés à leur coût de fonctionnement via la plateforme de référencement UMI Avantage, que ce soit pour les frais généraux, des véhicules, de la téléphonie, de l'intérim, de la sécurité, de l'hygiène, location de matériel, que sais-je. Et pour leurs salariés, ça leur permettra d'accéder à des réductions exclusives à titre individuel, que ce soit sur la grande distribution, les cinémas, les parcs de loisirs, les vacances, l'équipement de la maison, la mode, la beauté, et également des grandes enseignes qui seront référencées. Voilà ce que permettra cet outil, et ça permettra également à nos chefs d'entreprise de pouvoir se faire référencer sur la plateforme. Oui, ça c'est une part importante, Philippe, c'est qu'en effet, donc cette plateforme est nationale et que si l'un de nos adhérents souhaite faire une offre sur cette plateforme, par exemple un adhérent qui a un hôtel veut faire une offre moins 10% pour tous les porteurs de la carte UMI Avantage, c'est possible. Donc ça veut dire aussi de faire, voilà, vous Daniel, vous voulez partir en Bretagne en vacances, et ben il y a peut-être un adhérent de l'UMI en Bretagne qui aura mis une offre et vous pourrez en profiter. Exactement, c'est exactement ça. Alors comment ça fonctionne? C'est payant? Alors c'est une offre de service 100% gratuite, que ce soit pour nos adhérents ou pour leurs salariés. Et bien sûr 100% gratuite pour les syndicats, pour nos syndicats départementaux. Et c'est une offre qui, comme on l'indiquait à l'instant, qui est une offre évolutive, qui tiendra compte des besoins de nos adhérents
et qui permettra également à nos adhérents de promouvoir leurs établissements, comme on l'indique à l'instant, s'ils le souhaitent, ils peuvent promouvoir leurs établissements sur cette plateforme. Voilà, donc là, la plateforme va être ouverte incessamment sous peu. Donc, dès que tout est OK, vous aurez nos informations au niveau de l'UMI38. Et donc, vous, chefs d'entreprise et vos salariés pourront bénéficier de cette plateforme. C'est exactement ça. Donc la condition, c'est d'être adhérent à l'UMI. Ah oui, ça c'est la condition sine qua non. Si on n'est pas adhérent, on n'a pas la carte. Comment ça fonctionne? On a des formulaires à remplir, on a ça, on recevra toute la démarche. Alors là, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, on aura toute la démarche qu'on enverra aux adhérents pour ça. Exactement. C'est vachement bien, puis c'est corporatiste aussi. Pardon, je vous entends pas. Je vous ai pas entendu, pardon. Non, je dis cette notion aussi, ça renforce cet esprit de corporation aussi. C'est pas mal ça. Aussi, c'est pas que des avantages, c'est une communauté. Mais ça renforce l'unité autour de l'adhésion à une vision commune de nos métiers. Ça va pallier aussi à cette absence d'avantages de CE qu'ont les grandes entreprises, quoi. Et voilà. Souvent, on se sent un petit peu pauvre à côté, voilà. Et du coup, moi, je prétends que les salariés vont devenir prescripteurs. Parce que les salariés qui se parlent entre eux, qui vont dire à leur chef d'entreprise, mais vous n'êtes pas à l'UMI, alors que moi, mon copain, il travaille dans tel restaurant, son employeur est adhérent à l'UMI et ça nous fait bénéficier de ce dispositif. Donc je pense réellement que les employés pourront devenir des prescripteurs de l'adhésion à l'UMI. Eh bien, bravo, merci beaucoup Philippe Carion d'avoir donné un petit peu de temps pour nous ici. Mais avec grand plaisir pour vous et pour la présidente Danielle que j'embrasse. C'est gentil. Je t'embrasse aussi, Philippe. Voilà, un petit moment de tendresse. Allez, merci Philippe Carion. Tout de suite, notre invité. Et oui, parce que l'hôtellerie et la restauration vivent avec leur temps, il faut se mettre à la page et anticiper les tendances. Alexandra Rindon, Activeo Formation, former les salariés, c'est indispensable aujourd'hui. En effet, aujourd'hui c'est un vrai sujet. Donc pour rappel, nous étions UMI Formation, on est devenu Activeo Formation depuis ce début d'année. Voilà, mais on Activeo, reste... A-K-T-I-V-E-O, c'est important. Exactement, c'est ça. Voilà un petit peu. Donc il n'y a que l'emballage qui change. Il n'y a que l'emballage qui change. Les équipes sont les mêmes. Sinon, les équipes restent les mêmes. Aussi. On est toujours très partenaire de l'UMI38. Voilà. C'est l'emballage 2026. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Activeo Formation, qu'est-ce qu'il propose? C'est spécialisé hôtellerie et restauration? Oui, exactement. Aujourd'hui, on est vraiment concentré sur l'hôtellerie et restauration. Donc, en fait, le but, c'est de proposer donc des formations pour ces métiers qui en ont, pour le coup, besoin. Régulièrement, qui ne prennent malheureusement pas le temps de le faire parce qu'on sait qu'ils ont des emplois du temps très chargés. Donc, nous, en fait, on est là vraiment pour les accompagner à détecter, en fait, les besoins pour leurs équipes, pour faire évoluer les équipes. Ça les valorise aussi, notamment. Et pour les accompagner, donc, dans tout ce qui est démarche, puisque c'est pas forcément très évident, et financement aussi, puisqu'il y a des financements qui existent aujourd'hui pour la formation, où la formation peut être prise en charge en totalité ou partiellement. Vous faites des diagnostics un peu, c'est-à-dire on peut s'adresser à vous pour dire vers quoi est-ce que je peux m'orienter, ou est-ce que je peux faire Exactement. Des salariés. Moi, vraiment, je vais les accompagner à identifier en fait leurs réels besoins. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils ont des besoins sur la cuisine, alors on a une multitude de formations, on a vraiment un très grand panel, notamment sur tout ce qui est technique culinaire. Donc ça peut être de la créativité en cuisine, de la pâtisserie, ça peut être aussi du traiteur. Enfin voilà, ça va vraiment un petit peu dans tous les besoins des restaurateurs. On fait également tout ce qui est donc technique professionnelle, donc le bar. Je perds mes mots. Oui, parce que ça peut être. On peut avoir un cuisinier qui est très performant, qui est là depuis longtemps ou même depuis pas très longtemps, qui est très ouvert d'esprit, qui veut non pas forcément dire je vais évoluer moi en sachant ce que je sais faire. Non, il faut aussi se dire tiens, il y a ça
qui marche. Bien sûr. Peut-être voilà, le cru, peut-être la cuisine au feu, dont on reparlera aussi le mois prochain. Il paraît que c'est très tendance désormais. Ou alors d'autres. On parle d'exotisme et on ne peut pas forcément se former sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des choses, des techniques qui peuvent aussi rentabiliser ça. C'est-à-dire on n'est pas seulement formé, il faut que ça serve. Il faut que ça serve en fait derrière. Il faut voilà, vraiment les techniques évoluent. En fait, il faut qu'ils restent à la page. Et souvent, quand ils sont dans leur métier, ils sont un petit peu à fond dedans et ils relèvent pas forcément la tête. Donc la formation leur permet en fait de découvrir de nouvelles choses, voilà, et donc d'avancer. Donc ça peut être aussi sur du management, ça peut être sur de la vente additionnelle. Enfin voilà, on a vraiment l'informatique, le digital. Comme exactement, l'IA en l'occurrence, on est vraiment dedans aujourd'hui. Et on propose également, pardon, allez-y Daniel. Non, vas-y. Il faut quand même bien rappeler les obligatoires. Voilà, j'allais y venir. Voilà, les formations obligatoires, donc notamment l'hygiène alimentaire, qui est un vrai sujet dans les établissements aujourd'hui. D'ailleurs, donc l'hygiène alimentaire, on propose une formation dans les locaux de l'UMI 38 les 4 et 5 mai prochains. Voilà, donc que les gens n'hésitent pas à s'inscrire. En fait, on fait déplacer en fait les gens et les gens viennent se former pendant 2 jours dans l'établissement, enfin dans l'UMI 38. C'est quoi les formations obligatoires ? Oui, en effet, il y en a une multitude, mais on va en énoncer quelques-unes. Donc, il y a notamment l'hygiène alimentaire, qui est un sujet essentiel dans les établissements, qui concerne en fait toute l'hygiène de la cuisine, du restaurant en général. Nous avons une session d'ailleurs d'organiser les 4 et 5 mai, donc dans les locaux de l'UMI 38. Mais c'est obligatoire tous les combien ? Alors, d'une façon générale, toutes les 2 semaines, dans nos locaux à l'UMI 38, il y a une formation hygiène. Okay. On n'a pas de temporalité dans le sens où on doit la refaire, mais généralement on conseille que toute la cuisine soit formée en hygiène alimentaire. D'accord. Je crois que ta question c'était... Alors, c'est tous les combien ? La formation hygiène est valable à vie. À vie. D'accord. Dans les règles, elle est valable à vie et une seule personne de l'entreprise doit l'avoir. Mais évidemment, si c'est le gérant qui a la formation hygiène et qu'il n'est absolument pas en cuisine, il y a un petit problème. C'est bien quand même que les personnes en cuisine aient la formation. Et inversement, quelqu'un qui est en cuisine, qui a la formation hygiène et le patron n'a aucune notion de ce qui doit être fait, c'est lui qui porte la responsabilité, donc c'est important que... C'est ça. Nous, on conseille de former donc toute la cuisine et de faire une formation tous les 2 ans parce que les normes évoluent rapidement, donc c'est mieux d'avoir un petit rappel quand même régulier. D'accord. On a également donc le permis d'exploitation, donc ça c'est pour exploiter les licences pour vendre de l'alcool. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas à jour, il y a une mise à jour à faire tous les 10 ans. Voilà pour celle-ci. On a également le permis de former, donc ça c'est pour encadrer les apprentis. Pareil, une formation obligatoire, dès qu'on a un apprenti, il faut un maître d'apprentissage qui est le permis de former. Ça c'est une formation qui est à renouveler tous les 4 ans et on a une formation le 1er et le 2 juin dans les locaux de l'UMI 38 également. Et je finirai avec l'habilitation électrique, parce que ça, c'est une formation où peu de gens savent qu'il la faut. Donc ça concerne tous les gens qui vont être amenés à intervenir sur des travaux d'électricité, notamment manipulation du tableau électrique, changement d'ampoule. Donc c'est des petits travaux, mais il faut l'avoir. Et là, on a une formation le 15 et le 16 juin prochain, et il y a une mise à jour à faire tous les 3 ans. Rapidement, le 20 et 21 avril, ça D'accord. arrive. Oui, effectivement. C'est que ça dure que 2 jours, alors c'est peu contraignant. Oui. 2 jours pour changer une ampoule, faut... Oui, ou alors pour refaire aussi sa formation en circuit, voilà, en parallèle. Non, mais ils ne sont pas électriciens, on ne leur demande pas d'être électricien. C'est les bases. Il les certifie pas, mais en tout cas, voilà, il faut qu'il l'ait. Voilà. On en a encore d'autres, mais on ne va pas toutes les énumérer. Voilà. D'accord. Et la durée, elle est variable ? La durée des formations, elle est variable, j'imagine. En général, c'est entre 2 et 3 jours. Entre 2 et 3 jours. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. Qui paye ? Qui paye ? Alors, leurs OPCO. Je ne vais pas rentrer dans le détail des OPCO parce que c'est très complexe, très compliqué. Maintenant, c'est moi qui les accompagne sur tous ces sujets-là. Quand on est TNS, on cotise à un OPCO qui n'est pas le même que quand on est salarié. Donc voilà, donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher les financements avec eux qui sont disponibles pour qu'ils aient un reste à charge à 0 dans l'idéal. D'accord, voilà. Parce qu'une entreprise n'a pas nécessairement un compte formation automatiquement. Ils cotisent en fait dans leur charge. Ils cotisent dans leur charge un OPCO. Il y a plusieurs biais pour pouvoir toucher, pour pouvoir avoir de l'argent pour faire des formations. Voilà, et ce que Alexandre a dit, c'est le plus simple, c'est de l'appeler. Voilà, de lui faire un mail, de l'appeler, et elle verra en fonction de l'entreprise ce qui est le plus intéressant à mobiliser. Et en fonction des fonds disponibles aussi, parce que ça change régulièrement. régulièrement. Échanger avec elle au sein de notre au syndicat. Sein du syndicat, puisque
Dans notre nouvelle maison de l'hôtellerie-restauration de l'Isère. Avenue Jean Perrault. Je vais en profiter, parce que c'est important pour nos adhérents de savoir que tout ce bel aménagement et cette création de cette maison de l'hôtellerie et de la restauration, qui est modestement assez exceptionnelle, donc venez vraiment la visiter. C'est un de vos bébés, on le rappelle aussi. Ah ben oui, j'en ai eu qu'un, donc il fallait que j'en fasse un deuxième. C'est ça. Donc tout ça a pu aussi exister grâce à Arnaud Fourret, le directeur de l'équipe UMI Formation en Corse, c'était UMI Formation à l'époque, parce qu'ils sont partenaires. Donc c'est important, ils sont aussi chez eux, dans cette maison, et parce que sans formation, on n'existe pas, enfin... Ça avait plus que du sens. Et pour rassurer nos adhérents, les cotisations ne changeront pas, ne grandiront pas, parce que nous avons du fait du beau partenariat que nous avons avec nous. Voilà. D'accord. Juste, qu'est-ce qui est demandé le plus fréquemment? L'hygiène alimentaire, forcément, parce que c'est une formation obligatoire et qu'il y a un réel besoin. Il y a des contrôles aussi, il y a un réel besoin. Après, dans les établissements, c'est vrai que les gens partent beaucoup sur de la cuisine management. Pour le coup, il y a des réels besoins là-dessus. Voilà, en général. Pour être à la fois patron et, enfin, en tout cas, manager et cuisinier. C'est ça. En fait, c'est les formations qui reviennent le plus, là où il y a le plus de besoins. Les mocktails, etc. Toutes ces choses-là, en fait. En fait, je pense que tout est important et après ça dépend vraiment de chaque établissement et de ses besoins et de ses équipes à former surtout parce que voilà, s'il y a des nouveaux entrants, des nouveaux arrivants, etc. Voilà. Dès lors qu'on se renouvelle. Exactement. Et puis aussi au niveau du management, il y a une nécessité parce que les jeunes femmes ont apparu dans nos cuisines, ce qui est quand même cette dernière décennie assez nouveau, et que ces messieurs chefs de cuisine doivent aussi réapprendre notre management. Il y a des femmes maintenant. Bien donc sûr. On ne parle pas pareil, on ne se comporte pas pareil. Voilà, je tiens à le dire. Voilà, et pourquoi pas. Gaëtan, il y a un beau programme encore, là, justement, au printemps, il y a beaucoup de formations, comme toujours. Oui, voilà, nos locaux vivent, et on est très heureux de ça. Voilà, habilitation électrique, on avait dit le 20 et le 21 avril. Il y a plein de formations, toutes les semaines. La comptabilité, voilà, ça c'est important aussi, bon courage. Allez, merci beaucoup Alexandra, on a compris qu'il fallait vous appeler, bien sûr. Allez, eh bien, tout de suite, service compris, elle est déjà en place, Véro, tout va bien. Et comment a-t-elle bien pu se former à toutes les réglementations et leurs évolutions? Véro a le secret. Aujourd'hui, on va parler d'une contrainte, bien sûr, pour le bien des clients, mais c'est une contrainte aussi quand même pour les... Oui, alors ça va être un simple rappel, ça existe depuis un moment, mais... L'affichage. L'affichage des prix... Dans les hôtels. Des prix dans les hôtels. On va focaliser sur ça. On va pas faire tout le reste, sinon ça va être beaucoup trop long. Oui. Donc l'affichage des prix sur les hôtels. Je viens là-dessus parce que les contrôles de la GCCRF se poursuivent depuis un petit moment. Donc j'ai des retours d'adhérents qui me disent « Ah, au fait, j'ai été contrôlé, il me manque ceci, il me manque cela. » Donc c'est pour ça que je viens là-dessus. Et donc nous allons voir ensemble les points à vérifier. Alors l'affichage des prix dans les hôtels, il y a 3 choses. À l'extérieur, il faut afficher le prix pratiqué de la prochaine nuitée en chambre double. Donc on n'affiche qu'un seul prix. Ou bien le prix maximum pratiqué d'une nuitée en chambre double pendant une période définie. C'est souvent les saisonniers, par exemple, qui vont faire ça. C'est-à-dire, je fais la chambre en basse saison, donc en mettant bien sûr les dates, de telle date à tel prix. Et ensuite, quand on va passer en haute saison, il va bien évidemment changer le prix. On ne va pas mettre tous les prix de toutes les saisons. Mais ça sert à ça. Il faut mettre à l'extérieur si un petit déjeuner est servi ou non, s'il y a une connexion Internet ou non, ça c'est très important, et les modalités d'accès au prix des autres prestations de l'hôtel. À la réception, on va reprendre ce qui est affiché à l'extérieur, ce que je viens de nommer, et en même temps, on va mettre l'heure d'arrivée et l'heure de départ et des suppléments si jamais un départ tardif. Donc il faut informer le client avant même, au tout début, ainsi que l'info sur les prix de l'ensemble des prestations de l'hôtel et la taxe de séjour. En chambre, ça a également évolué. En chambre, on ne va mettre en chambre que l'ensemble des prestations fournies accessoires à l'hôtel. Donc, auparavant, on devait mettre les prix des chambres et tout, ça c'est fini. On ne fait que ce qui est accessoire à l'hôtel du séjour. On va le mettre par tout moyen, donc papier, QR code ou doublé. Encore ça, c'est doubler les deux. Ouais. Si jamais la personne n'a pas un téléphone pour faire un QR code, il faut aussi prévoir ceci ou lui dire l'accès qui peut être fait en réception, ou ainsi de suite. En cas de changement de tarif, bien sûr, il faut penser à le modifier tout de suite sur tous vos supports d'information, affichage, site internet. Et parfois, on oublie, on en fait un, on ne fait pas le deuxième.
Et comme par hasard, la DGCCRF arrive à ce moment-là et elle ne comprend pas pourquoi il y a 2 prix sur une même nuitée. Donc, il faut bien penser à faire ça systématiquement. D'accord. Je rappelle qu'effectivement, le prix affiché, c'est le prix que l'hôtelier propose en direct. On ne va pas mettre le prix de la chambre, de son propre hôtel, des tarifs qui sont sur les plateformes. Ça, on laissera de côté. On fait que le nôtre. Donc, c'est le prix maximum pratiqué au sein de son établissement hors plateforme. Hors plateforme. Voilà. C'est l'hôtelier, c'est ce prix-là que lui, il veut afficher lui-même. Hein, voilà. Pardon, mais Véro, à l'extérieur, ça s'affiche comment? Ça doit être sur un grand panneau bien visible, même de loin. On voit de tout, effectivement. On voit des panneaux lumineux où vous avez un prix qui s'affiche. Sur certains, on le voit. On le voit souvent, effectivement, quand on passe sur la rocade, au bord de l'autoroute. Voilà, cela parce qu'il s'affiche de loin. Mais pas on n'est pas obligé de ça dans un petit hôtel. Non, mais non, on peut le faire sur un format papier qu'on va changer. Comme on met le menu d'un restaurant. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vous qui avez l'info avant de rentrer. Oui, c'est ça. Tout à fait. On va parler également de la réservation en ligne, puisque pris la 4e catégorie, réservation en ligne. Donc, il faut savoir que tout au long du processus de réservation, le client doit connaître le prix à payer. Et je dis bien tout au long du processus. C'est vrai que dans cet Internet des hôtels, quand on clique et on évolue, à chaque fois, on a des petites fenêtres avec le prix. Ça s'affiche systématiquement, toujours. Donc, le client doit être informé, et ça, je reviens tant en ligne que en physique, avant le paiement de la réservation, en ligne ou en physique, il doit connaître les informations essentielles de la réservation, donc un petit check-in de ce qu'il a fait, donc la capacité de la chambre, standard, supérieur, baignoire, douche, petit déjeuner, pas petit déjeuner, enfin on va lui rappeler la prestation qu'il achète. Je ne sais pas si c'est obligé. Oui, non, pas nécessairement. S'il est clim. Alors, c'est un plus ou pas, mais c'est effectivement ce que je viens de nommer, c'est vraiment ce qui est l'essentiel. Après, on peut rajouter des choses. Okay. Avoir le prix, bien sûr, TTT, plus la taxe de séjour, donc on fait un check-in de tout ce qu'il y a. Avoir lu et signé les conditions générales de vente, ça c'est très important. Et je rappelle qu'on a fait une émission au mois de février où je parlais justement des conditions générales de vente. Donc éventuellement, voilà, on pourra en reparler. Être informé de la possibilité du recours à la médiation, c'est également très très important. La médiation. Je n'avais parlé dans une émission aussi. C'était dans les premières émissions, la médiation. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Également, donc on pourra effectivement revoir cette émission sur la médiation, je rappellerai tout ça, et être informé de l'absence de droit de rétractation. Ça, c'est très important. Un client particulier, quand il achète quelque chose, il a un droit de rétractation qui est en moyenne de 15 jours. Sur une réservation d'hôtel, le particulier n'a pas le droit à ce droit de rétractation parce que lors de l'achat, la prestation de loisirs a une date déterminée. Et de fait, il n'a pas droit à ça. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où il accepte, il ne peut plus se rétracter. D'accord. Donc ça, c'est valable, par exemple, quand il y a les chambres d'hôtel qui sont prépayées. C'est ça, quand on dit vous bénéficiez de ce tarif-là parce que vous payez avant, là, on ne peut pas avoir la rétractation. D'accord. Voilà, on ne peut pas changer d'avis. Okay. Bien évidemment, comme toujours, je tiens des modèles d'affichage pour les tarifs extérieurs, réception, et on me contacte. On demande à Véro. Tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et allez, tout de suite, on pourrait faire une thèse. Je ne sais pas si la transition elle est bien heureuse. Allez, tout de suite, c'est la question du mois, vous allez voir. C'est la thèse de Gaëtane, c'est ça. Le thèse en plus, voilà. T-E-S-E. On va parler de ça aujourd'hui. C'est une histoire de chèque emploi-service. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est très bien résumé. C'est le chèque emploi-service qui est utilisé quand on est particulier employeur, voilà, et qui existe également au niveau des entreprises. Donc, il serait dommage de s'en priver, d'autant que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, peu d'entreprises l'utilisaient parce qu'il fallait l'utiliser pour tous les salariés. Alors que depuis le 1er janvier, vous pouvez choisir les employés pour lesquels vous allez utiliser ce TZ. Alors, quelle est la question? Alors, la question, c'était un restaurateur en fait qui recrute régulièrement des extras et qui râle un peu en disant moi quand je recrute un extra ça me coûte quand même très très cher parce que mon comptable va me prendre x euros pour faire le contrat, x euros pour faire le bulletin de paye et finalement mon gars qui est venu 2 heures au resto ce soir ça me revient quand même assez cher. Voilà, donc là c'est super parce que il y a donc maintenant cette réponse qui peut être apportée et donc par exemple tous ces
contrats d'extra peuvent très bien être gérés par ce système, donc qui est un dispositif de l'URSSAF. Voilà, donc l'URSSAF est souvent connu comme un truc qui fait un petit peu là aussi râler parce que c'est souvent lié à l'argent. Ben là, c'est un service gratuit qui est mis à disposition par l'URSSAF et qui va permettre en fait de faire toutes les modalités de recrutement de cet extra. Donc avec toute la partie en amont de la rédaction du contrat, de la déclaration d'embauche, donc qui va ensuite donner la fiche de paye. Voilà. Donc évidemment, à un moment donné, l'employeur vous allez bien être obligé de rentrer certaines informations. Hein. En premier lieu, il va falloir vous inscrire à ce dispositif, donc avec votre numéro de SIRET et différents éléments qui vous seront demandés. Vous aurez votre espace entreprise au sein de ce dispositif. Et à chaque fois que vous aurez, par exemple, un extra, mais ça, je dis extra, mais ça peut aussi être un CDI, ça peut être aussi un CDD. C'est vraiment tout type de contrat. Et bien après, vous rentrerez, vous direz, monsieur machin qui est né le temps à Grenoble, je l'embauche de telle date à telle date. Vous mettez les spécificités et après, en fait, ça rédige automatiquement le contrat que vous pourrez sortir et ça envoie directement la déclaration d'embauche. Et puis après, la prestation est terminée, le contrat s'arrête de nouveau. Voilà, le décor aussi s'arrête pile à ce moment-là. C'est l'émotion. Bien c'est sûr. l'émotion, notre panneau. Exactement. Et du coup, donc avec ça, donc le contrat s'arrête. De la même façon, on dit, voilà, les heures qui ont été faites, voilà comment c'est passé, voilà. Okay. Et du coup, il y aura tous les papiers de fin de contrat, le bulletin, qui seront mis à disposition sur l'espace employeur. Donc, c'est dommage de s'en priver, puisque ça existe fonctionne et quand ça fonctionne. On peut garder son confort pour les salariés permanents avec son comptable, et puis avec certains salariés qui sont là moins régulièrement, utiliser ce TZ. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Merci pour cette chronique à tomber par terre. Voilà, et vous allez sur letz.ursaf.fr pour avoir toutes les infos. Le TZ, TESE, il faut bien dire. TESE, et pas le TSE. Non. Une question, est-ce que c'est par rapport à la spécificité de l'extra, je parle des extras après, bon, le reste, est-ce que c'est l'URSSAF qui met d'office le taux horaire ou c'est nous qui le mettons ? Non, ça c'est vous qui allez décider du contrat. Enfin, c'est vous qui allez Si vous voulez payer 12 euros, 13, 14 ou 15 euros. Ça, vous devez le dire. Après, il vous calcule tout. C'est-à-dire, vous saurez combien la prestation va vous coûter, en fait. Oui, voilà, avec toutes les charges, avec... Je dis n'importe quoi, si le taux horaire du SMIC est à... je sais pas, 12,02. Combien? 12,02. 12,02. Je suppose que ça. J'allais le dire. Véro, j'allais le dire. Ne m'interromps pas, j'allais le dire. Désolée, ça c'est. D'accord, si on met 11, je pense que la machine doit dire là, ça c'est moyen. C'est important. Voilà, c'est tout important. à fait. Voilà, c'est parfait. C'est intéressant. Merci pour le taisez, mais ne vous taisez pas. Ah, bien sûr. C'est tout de suite, c'est Chou, justement, qui va nous dire tout sur la tendance du mois. Et d'ailleurs, c'est même plus une tendance, ils dirigent notre monde, les réseaux sociaux. Mais comment les utiliser correctement et surtout à bon escient? Tout va bien, Chou? Eh ben oui, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes aussi des influenceuses tous, toutes et toutes? Alors écoutez, en tout cas, je sais pas si on est des influenceuses, mais ce qui est certain, et ça vous l'avez bien assez dit, aujourd'hui les réseaux sociaux sont essentiels, ce sont les vitrines digitales de vos établissements et il faut savoir poster correctement toutes ces informations. Aujourd'hui, 45% des clients consultent les réseaux sociaux d'un restaurant avant même d'y aller. D'accord. Donc avant de savoir comment poster correctement, à faire un petit récap de quel réseau, pourquoi, comment je m'en sers, d'accord? Alors, lesquels et pour quelle utilité? Tout d'abord, Instagram. Donc Instagram, c'est la vitrine number one des restaurateurs. C'est aujourd'hui le réseau le plus important pour la restauration car tout repose sur l'image.
Et c'est un réseau qui a beaucoup fait aussi pour le développement, pour les tendances aussi. On parle d'une cuisine instagrammable, on parle exactement de plats instagrammables, etc. Des vocations même aussi. Oui, peut-être un peu trop d'ailleurs. Il ne faut pas nier ça. Ça a pu servir le métier en tout cas. Exactement. Et pour une clientèle entre 18 et 35 ans, il faut savoir que 72% de cette clientèle choisit un restaurant uniquement grâce à Instagram. Les contenus food font partie des posts les plus engageants sur cette plateforme. Alors, sur Instagram, l'idée, c'est vraiment une plateforme idéale pour faire des photos de plats. On est sur ce qu'on appelle des réels en cuisine. J'ai cru des stories food, comme on dit. Non, c'est pas ça. Non. Mais ça, c'est plutôt sur TikTok. Et donc, sur des stories du service, et vraiment une mise en avant de l'ambiance. Donc, qu'on se le dise, Instagram, c'est vraiment le réseau pour donner envie. D'accord ? Second réseau, Facebook. Alors, tout le monde dit oui, c'est démodé. Ça y est, c'est un truc de vieux. Pas du forcément. Tout. Facebook, c'est toujours très utile, mais pour les informations, d'accord ? Même si c'est un réseau ancien, ça reste un réseau utilisé. 59% des clients utilisent Facebook pour trouver un restaurant. Ça n'est pas la même chose que regarder ce qui s'y passe. C'est vraiment trouver un restaurant. Voilà pourquoi cette plateforme est idéale pour publier les horaires, partager les menus, annoncer des événements ou encore répondre aux messages des clients. Ça n'est pas du tout la même utilité. Ou l'urgence, on est fermé aujourd'hui, par exemple. Pourquoi pas ? Facebook, on est vraiment dans la notion d'information et rassurer le client. Ça n'est pas le même usage. Troisième réseau, TikTok. Le réseau qui peut rendre un restaurant viral. Et oui, parce que il y a quelques années, 26% des clients se servaient de TikTok et aujourd'hui, 48% des restaurateurs utilisent TikTok. Comme quoi, le client est en attente d'une plateforme qui crée un petit peu plus la découverte. Et on est plus sur le contenu lui-même. Exactement. Alors, et là, comme vous l'avez très bien dit, sur TikTok, on travaille le contenu. On travaille la préparation d'un plat. Ouais. Justement, on va travailler l'ambiance du service, le dressage d'assiettes et même la réaction des clients. On n'est plus sur la photo, on est vraiment sur l'interaction. Qu'est-ce qui se passe au sein de mon entreprise ? On crée la découverte. D'accord ? Quatrième réseau, alors là, ce sont des réseaux, ce sont des plateformes qu'il faut avoir en tête quand même. Le Google Business Profile, qui lui est indispensable pour les avis et la recherche en local, restauration locale, c'est-à-dire je cherche un restaurant, je l'ai trouvé, tiens, j'ai quand même cliqué sur les avis, voir ce que ça donne, 4,9, nanana. Les YouTube, là, qui se destinent à des vidéos un petit peu plus longues qu'on pourrait faire dans nos restaurants. Et Pinterest, là, c'est sur de l'inspiration culinaire. Voilà. Et comment on s'y prend ? LinkedIn. Alors LinkedIn, on est vraiment sur le réseau professionnel. Ouais. On n'est pas sur la promotion auprès de la clientèle. D'accord. Voilà, pour l'instant. Ou si on recrute ou autre, si on cherche Voilà. C'est vraiment pas sur l'aspect vitrine de l'établissement. Voilà, pas sur la promotion. Et comment on s'y prend pour poster correctement ? 2-3 petits tips. Soignez vos visuels. Sur les réseaux, la première chose que l'on consomme, on se l'est dit, c'est de l'image. Les règles simples. Lumière naturelle, musique romantique, non. Lumière naturelle, photos nettes et appétissantes, des plats mis dans une ambiance, d'accord ? On n'est pas juste sur le coin de la cuisine en train de faire la photo comme ça. On met tout un contexte autour de ces plats et on évite les photos trop sombres ou prises à la va-vite. On sait par exemple que 60% des clients veulent voir des photos de plats avant de choisir le restaurant. D'accord ? C'est un plat qui fait aller dans le restaurant pour 60% de la clientèle. Deuxième petit tips, vous publiez régulièrement, mais pas trop. D'accord ? L'idée, on est sur 2 à 3 publications par semaine, 3 à 5 stories par semaine et 1 à 2 vidéos maximum. D'accord ? On est dans la régularité. D'accord ? On se dit pas, tiens, aujourd'hui c'est lundi, j'ai vachement de temps, je vais faire 4 stories, 3 vidéos, etc. Non, on est vraiment dans la régularité. On se le dit souvent, la communication, c'est de la répétition. Troisième tips, montrer la vie du restaurant. Les réseaux sociaux, ils fonctionnent aussi avec, évidemment, la démonstration des plats, mais on sait que maintenant, nos clients
sont curieux et ils ont besoin aussi d'être rassurés. Voilà pourquoi ça peut être intéressant de parler des coulisses en cuisine, des producteurs locaux, de la présentation de l'équipe, de l'arrivage des produits et le plat du jour. Ça, c'est vraiment essentiel parce que le client, encore une fois, outre le principe de la curiosité, il va aller chercher l'humain derrière l'assiette, d'accord ? Ça fait vibrer un restaurant. On s'y verrait, même certains clients souhaiteraient ouvrir des restaurants. C'est intéressant d'aller découvrir le back-office de nos établissements. 4e tips, donner des informations utiles. On se l'est dit, Facebook, c'est parfait pour ça. Les horaires, les événements, les menus du jour, les liens de réservation. Ça, on oublie de le faire alors qu'il suffit d'un clic pour que le client puisse nous découvrir. 65% des clients vérifient les informations d'un restaurant en ligne avant même de s'y rendre. Et la dernière chose, interagissez avec votre clientèle. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas que des panneaux publicitaires. Le client recherche une réelle conversation. Alors, on n'est pas là pour faire vraiment le mythique du restaurateur et du client, mais c'est important de répondre aux commentaires. C'est important de remercier les avis positifs. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas, on est pour remercier les avis positifs et rester professionnel face aux critiques. D'accord ? Un client sur 2 est plus susceptible de venir dans un restaurant qui interagit avec ses clients. D'accord ? Donc aujourd'hui, un restaurant ne se vend plus seulement en cuisine, il vend aussi une expérience visible en ligne et rassure le client dans son choix par de belles images, une régularité et de l'authenticité. L'authenticité, je trouve quand même ça parfois injuste, très injuste, parce que le hasard joue énormément aussi. Le fait que peut-être un client est venu ce jour-là et l'a fait savoir et pouf, c'est parti. Certaines choses, il n'y a pas que forcément des restaurants, mais certains commerces, voilà, un produit qui a fait boum et voilà, lui plus qu'un autre, ça va devenir viral, on attire des tas et des tas de followers alors que on n'est pas meilleur que celui d'à côté ou celui d'en face. Voilà, les réseaux, c'est incontrôlable aussi parfois. Combat. C'est ça. On ne contrôle pas toute la communication par les réseaux. Ouais. Un petit plus, parce que nous avons avec Chou quelqu'un qui est très attaché à la cuisine et pour cause. Là aussi, ça serait sympa de faire aussi des petites vidéos pour ce qui se passe en salle, le service, des flambages, des finitions, des atmosphères, des ambiances, c'est important. Pas que les coulisses, mais aussi ce qui se voit et valoriser ce qui se voit. Bien sûr, et là on l'a vu sur pas mal de restaurants, le Michelin est passé, il y a eu des bibes, il y a eu des étoiles, il y a plein de choses qui se sont passées, et pas que sur la restauration haut de gamme. Et on voit pas mal de restaurateurs remercier leurs collaborateurs et collaboratrices justement sur les réseaux. Et c'est très, très important. Et encore une fois, j'insiste, ça rassure le client. Il a envie de vivre quelque chose avec les professionnels que vous êtes. Et c'est pas parce qu'on perd une étoile qu'on perd aussi en qualité. Pas du tout. Ça, il faut aussi bien le dire. Pas du tout. Voilà, on pense à certains établissements pour qui parfois les réseaux, ça peut faire aussi, ça peut faire du bien, beaucoup de bien, mais parfois ça peut faire un petit peu de mal quand on contrôle plus. Oui. Juste pour préciser que nous, on fait justement des formations réseaux sociaux, IA, donc voilà, donc s'ils ont des besoins, qu'ils nous consultent, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense peut-être qu'on va te recruter pour faire les formations. J'en profite parce que tout à l'heure, pour la formation, il faut vraiment rappeler que c'est un formidable outil de fidélisation de son personnel. Bien sûr. Je le dis parce que pour l'avoir vécu en intra, c'est vraiment, vraiment valorisant pour le personnel et les chefs d'entreprise. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Chou. Merci encore, Gaëtane, Véro, Alexandra et Daniel Chavon. On a hâte de vous retrouver, bien sûr, le mois prochain. Et n'oubliez pas, votre nouvelle maison, la maison de l'hôtellerie et la restauration, vous accueille boulevard Jean Perrault. Les nouveaux locaux de l'UMI vous ouvrent toujours leurs portes. Merci à vous tous et à très vite. Merci. Actuellement occupé, merci de patienter.